Madame, Monsieur, bonjour. À une semaine du premier tour des élections législatives, quels sont les enjeux en Nouvelle-Aquitaine? Accords stratégiques assumés ou contestés? Hôpitaux saturés? Pouvoir d'achat menacé? Quels sont les contextes politiques? Quels sont les objectifs écologiques? Quelles sont les priorités sur les 49 circonscriptions de notre région? Toutes les réponses aujourd'hui dans Dimanche en politique avec nos invités. Une émission en partenariat avec France Bleu Limousin. Jérôme Hédan, bonsoir. Bonjour. Et 6 participants en effet à cette émission aujourd'hui autour de la table. Edwige Diaz, vous êtes porte-parole de Marine Le Pen, conseillère régionale du Rassemblement national et candidate pour ce parti en Gironde. Bonjour. Bonjour. Nordine Raymond, candidat de la NUP, vous êtes issue de la France Insoumise en Charente-Maritime. Bonjour à vous. Bonjour. Guillaume Guérin, conseiller régional Les Républicains, président de la communauté urbaine de Limoges Métropole, et vous êtes également président de la fédération LR de la Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Moreau, député sortant LREM de la Creuse, et vous êtes candidat avec cette fois-ci l'étiquette Renaissance Ensemble. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Louis Gradepanche, coordonnateur adjoint pour Reconquête en Nouvelle-Aquitaine et candidat en Gironde. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi en duplex de Pau avec David Habib, député sortant PS des Pyrénées-Atlantiques, vice-président de l'Assemblée nationale et candidat cette fois-ci dissident à gauche. Bonjour à vous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin dans Dimanche en politique. Alors la campagne officielle est lancée depuis lundi dernier. Quel est l'intérêt des Français, des Néo-Aquitains pour cette élection? C'est la question que nous allons nous poser en ce début d'émission. Un sondage Opinionway donne un électeur sur 2 qui ne s'intéresse pas à cette élection. Forte indifférence, semble-t-il. Edwige Diaz, est-ce que c'est le sentiment que vous avez lorsque vous êtes sur le terrain tous les jours? Mais pas tellement, en définitive, puisqu'en fait, moi, je ressens vraiment un agacement des personnes, et peut-être même des électeurs de Macron, qui ont voté pour lui il y a quelques semaines, et qui se disent, depuis qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien, il ne se passe rien, il y a un gouvernement qui est absolument muet, comme s'il avait peur de faire des bêtises. D'ailleurs, tous les ministères n'ont pas encore été pourvus, et puis surtout, on voit que l'élection d'Emmanuel Macron n'a solutionné aucun des problèmes qui aient préexisté à l'élection. Je pense bien sûr à la question du pouvoir d'achat. J'ai fait le plein tout à l'heure avant d'arriver et 2 € le litre quand même. Donc c'est vrai qu'on se dit il est vraiment temps d'insuffler une autre politique. C'est la raison pour laquelle nous, avec Marine Le Pen et nos candidats partout sur le territoire et sur les 49 circonscriptions de Nouvelle-Aquitaine, nous mettons au cœur de notre programme la question du pouvoir d'achat. On va revenir sur les thèmes aux Français leur argent. Dans cette émission. Jean-Baptiste Moreau, justement, parfois les soubresauts d'un gouvernement qui est déjà en action, est-ce que ça parasite un peu une campagne? Est-ce que ça complique le débat politique de fond? Non, pas du tout. Le gouvernement est en place maintenant et il est évident qu'il ne va pas passer des textes législatifs, étant donné qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale élue encore, puisque c'est les élections qui nous intéressent la semaine prochaine et dans 15 jours. Donc aujourd'hui, le gouvernement a présenté ses grandes orientations. On a une première ministre, Elisabeth Borne, qui a commencé déjà et qui a fait des annonces, notamment je pense à la sécheresse qui s'est déplacée vers le monde agricole, qui a annoncé une enveloppe de 400 millions pour les agriculteurs pour faire face à la sécheresse qui est dramatique dès cette année. Après, effectivement, on est sur le terrain, on est très présent sur le terrain et il faut avouer qu'il y a effectivement un désintérêt parce qu'on est au bout d'un cycle où on a eu l'année dernière les élections départementales, les élections régionales, on sort de la présidentielle, on a les législatives et effectivement, dans le rythme démocratique aujourd'hui, on a une certaine usure de la part des électeurs, mais c'est à nous après de leur redonner les motivations et de leur expliquer pourquoi c'est important d'aller voter, peu importe ce qu'ils vont voter, mais qu'ils aillent voter aux législatives parce qu'il faut surtout qu'il y ait le plus bas taux d'abstention possible lors de ces élections. C'est un enjeu démocratique majeur et il va falloir qu'on se pose des questions aussi sur l'intérêt des électeurs, pourquoi ils se désintéressent de la politique globalement au-delà des élections. Je pense qu'on a un rôle à jouer dans le fait d'associer davantage les électeurs aux décisions politiques, que ce soit au niveau des municipalités, au niveau des départements, au niveau des régions et au niveau national. On a un fort enjeu d'association du citoyen aujourd'hui pour le réintéresser à la politique. Guillaume Guérin, est-ce que vos candidats, les candidats de votre parti, les Républicains, constatent ce désintérêt? Est-ce que les Républicains ont du mal à trouver leur place dans cette campagne? Mais nos candidats sont, comme tous les candidats à ces élections législatives, sur le terrain et en campagne. Oui, certainement. Ils ont un avantage par rapport à d'autres formations politiques, c'est que, comme M. Habib qui vient du Parti Socialiste, souvent ils ont des ancrages locaux assez forts. C'est-à-dire qu'ils sont maires de leur commune,
présidents d'intercommunalité, conseillers départementaux. Et donc ça leur donne, j'espère en tout cas, pour ces élections législatives, une véritable légitimité d'ancrage territorial. Est-ce que le résultat de l'élection présidentielle vient perturber votre campagne ? Ah ben évidemment, la logique de la Ve République fait que vous avez un entraînement pour le président de la République élu. Mais vous savez, le résultat de cette élection présidentielle, il est surprenant pour personne. La réalité, c'est que M. Macron avait institué le match avec Mme Le Pen depuis longtemps, exactement comme la campagne des Européennes. Et aujourd'hui, il institue un match avec M. Mélenchon. C'est-à-dire que le deal, c'est ou vous votez pour moi et pour mes candidats de La République En Marche parce que je suis le seul démocrate et le seul républicain, sinon vous aurez les rouges, verts, sanguinaires avec M. Mélenchon au pouvoir. Donc on a un match complètement faussé qui vient détruire et annihiler le débat politique, et c'est très compliqué de faire campagne dans cette situation-là. Et moi, je salue l'initiative qui est la vôtre aujourd'hui de parler des élections législatives, parce que ce sont les gens qui vont légiférer pour les 5 prochaines années. Et donc moi, je dis aux électeurs, il n'y a pas de fatalité. M. Mélenchon n'aura, désolé cher ami, probablement pas la majorité à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, dans 15 jours. Et donc je dis aux gens, votez pour vos propres convictions. C'est-à-dire quand vous êtes un électeur de droite ou du centre, et que vous ne voulez pas qu'Emmanuel Macron ait la majorité absolue, et qu'il ait de nouveau une armée de députés totalement déconnectés pour certains du territoire, eh bien votez pour vos idées, votez pour vos idées d'origine. Parce qu'il n'y a pas de risque d'un effondrement de la République, et M. Macron n'est pas le seul rempart contre les extrêmes, Dieu merci. Nordine Raymond, est-ce que la répartition des candidats au sein de la NUP et sur l'ensemble du territoire participe justement à ce désancrage peut-être et à ce désintérêt donc des électeurs, parce que tout ça a été négocié dans un bureau entre des formations politiques? Je ne crois pas que ce soit tout à fait le sujet. Je suis un peu déçu par votre intervention. Monsieur Guérin, j'étais content de tomber face à quelqu'un de droite qui me semblait républicain, et puis là, le côté sanguinaire, bon voilà, vous avez démontré que la finesse n'était pas partagée. C'est l'image que cherche à instituer dans la tête des gens le chef de l'État lui-même. Je crois que la réalité, c'est qu'il a très peur de nous, puisque nous sommes en tête dans les sondages. Aujourd'hui, nous sommes annoncés à 31% dans le sondage Cluster, par exemple. Vous parliez du sondage Opinionway. Je crois que les gens ne se désintéressent pas de la politique, et au contraire, je trouve les gens très politisés. Les gens se désintéressent de la vie politique et des élections. Et nous en sommes peut-être un peu tous responsables ici. Et je pense que peut-être dans la tenue que nous aurons de ce débat, nous devrions faire attention à ne pas plus les intéresser. Sur votre question, j'y viens. Sur le sondage Opinionway, je finis. Ce sondage Opinionway, ce sondeur, nous annonçait à 14%, 12 jours avant le premier tour exactement. Nous avons fini à 22%, 8 points au-dessus du sondage. Donc, si vous voulez, les sondages, nous, voilà, même le sondage le plus favorable à notre candidat Jean-Luc Mélenchon, qui était Cluster, nous annonçait 4 points en dessous. Donc, nous allons voir, nous essayons, nous sommes sur le terrain, nous essayons de convaincre. Sur l'accord NUP, au contraire, je crois qu'il crée un véritable espoir. Nous avons eu la gauche qui a passé des années à se regarder le nombril, à parfois parler entre elles et à ne plus parler aux gens. Et bien là, nous avons dit, nous sommes capables de nous entendre. Si nous disons qu'il y a des urgences sociales, qu'il y a des urgences écologiques et qu'il y a des urgences démocratiques, alors nous sommes capables de faire des propositions politiques face à ça. Et la preuve, nous sommes en tête des sondages. David Habib, vous êtes en direct donc de notre studio de Pau. Merci. On vient d'entendre le candidat qui donc à l'investiture NUP. Vous n'avez pas eu cette investiture sur votre territoire. Vous êtes un candidat, enfin vous êtes un député socialiste et vous êtes aujourd'hui un candidat dissident. Comment ressentez-vous cette candidature sur le terrain et comment est-ce qu'elle est reçue et perçue par les électeurs ? Monsieur Omer, tout est faux dans ce que vous venez de dire. Excusez-moi de vous l'indiquer. J'ai reçu l'investiture. Je l'ai refusée. J'ai fait le choix de partir avec mes convictions. Vous êtes un député socialiste, là, j'ai pas totalement faux. Oui, on est d'accord. Non, ça Pourquoi c'est totalement refusez l'investiture ? Pourquoi vous refusez l'investiture ? Parce que je ne partage pas je les respecte, mais je ne partage pas les positions de Jean-Luc Mélenchon. Ni sur l'Europe, ni sur la laïcité, ni sur l'entreprise, ni sur la capacité à aider l'Ukraine. Ni sur le renouvellement de notre potentiel nucléaire en matière énergétique. Je suis en désaccord avec la stratégie, avec les positions qui ont été les siennes pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Il m'aurait été impossible d'aller devant les électeurs et de leur dire voilà les engagements que je prends au nom de la NUPS, alors que je savais que ces engagements, je ne les partageais pas. Donc c'est un choix de conscience, de sincérité et de vérité. J'aime profondément la circonscription que j'ai l'honneur de représenter.
Et il n'était pas question pour moi, ni sur le bassin de lac, ni sur la partie rurale, d'avoir un autre profil que celui que j'ai depuis de très nombreuses années. C'est-à-dire que je pense que nous avons besoin de davantage de progrès économique, de davantage de progrès technologique et de davantage de progrès social. Et ce n'était pas compatible, selon moi, avec les propositions qui étaient faites par la NUPS. Je regrette d'ailleurs que le Parti socialiste, mon parti, la formation à laquelle j'appartenais, n'ait pas engagé avec ses propres militants le débat qui aurait permis peut-être de clarifier les choses. Justement, votre candidature dissidente, elle est perçue comment sur votre territoire, sur votre circonscription, où l'on vous connaît extrêmement bien ? Très bien, elle est très bien. Le nombre de gens, je vous demande de me croire et je crois mes interlocuteurs lorsqu'ils parlent de leur propre territoire, le nombre de gens qui me disent « je n'aurais pas voté pour toi si tu avais accepté l'investiture de la NUPS » est extraordinaire. J'ai décidé, comme je le fais chaque fois, j'ai 177 communes dans ma circonscription, je vais dans chacune organiser une réunion publique, j'en suis à 123, j'ai entendu ce propos, nous ne voulions pas nous rallier aux positions de la NUPS, des centaines de fois. Oui, Jean-Louis Gradepanche, peut-être sur ce regard et surtout ce retour de la part des électeurs et des citoyens. Vous qui tentez justement de trouver une place dans ce jeu électoral, je dis tenter parce qu'évidemment le mouvement Reconquête est neuf, on a vu la dynamique qui s'est essoufflée sur la fin de la campagne présidentielle. Qu'est-ce que ça donne ? L'abstention des électeurs est un sujet qui nous concerne tous, au-delà de tous les partis. La démocratie, notre système représentatif, est fondé sur une réelle participation des citoyens. C'est paradoxal car les Français sont passionnés de politique. Alors pourquoi ? Je pense qu'il faut deux conditions pour augmenter la participation. Il faut la confiance et l'espérance. L'espérance, chacun porte un projet politique. Il lui appartient de le défendre. Mais encore faut-il qu'il y ait débat. Encore faut-il qu'il y ait une animation. L'entrée en politique aussi tardive de M. Macron et de La République En Marche, devenue Renaissance, est un vrai sujet où les débats sont esquissés et la réalité de la France et des Français n'est pas abordée. Première condition, l'espérance, porter un projet et le débattre. La deuxième condition, c'est la confiance. Les hommes politiques sont tenus à un devoir d'exemplarité, qui n'est pas seulement une exemplarité judiciaire. Ne pas être mis en examen ne suffit pas pour être digne de porter, de représenter le peuple français et d'avoir des mandats. Ce devoir d'exemplarité, nous sommes tous concernés. Il ne doit pas y avoir de faux semblants. Et cela, c'est un sujet important pour rétablir la confiance et faire baisser l'abstention. Nordine Raymond, commentaire sur ce devoir d'exemplarité. Sur l'exemplarité de la part de quelqu'un qui a porté une candidature après avoir été condamné à de nombreuses reprises. Bon voilà, je ne suis pas sûr qu'Éric Zemmour soit la personne la plus exemplaire. Par contre, je vous rejoins sur la responsabilité du gouvernement. Et d'ailleurs, le fait qu'Emmanuel Macron ait refusé de débattre au premier tour, le fait que nous avions demandé une grande campagne d'inscription sur les listes électorales de la part de l'État qui n'a pas été faite. Il n'y a toujours pas de campagne pour appeler à voter aux législatives. On ne voit nulle part surgir des affiches. Voilà, je pense que le gouvernement... Dans une stratégie qu'il connaît, dans une stratégie qu'il maîtrise, c'est très bien que moins il y aura de votants, plus il aura de chances d'avoir des députés, donc ne veut pas que les classes populaires se déplacent et ne veut pas... Voilà, on connaît sa stratégie, donc à nous, les militants politiques, d'aller chercher les gens et de leur proposer un programme. Cela dit, la montée de l'abstention, elle ne date pas de 2022, elle ne date même pas de 2017, on la voit au fil des élections, etc. Ce désintérêt, il est peut-être plus profond que simplement les circonstances politiques aujourd'hui. Je me tourne vers Guillaume Guérin, puisque au sein de Limoges Métropole, vous avez mené justement une action pour recueillir d'abord l'avis des électeurs et peut-être les solutions. Il y a de quoi faire ou c'est à très long terme ? Oui, je crois qu'on a 52 minutes pour débattre des législatives, donc si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on parle projet contre projet. Beaucoup plus que de parler de l'abstention, parce que vous l'avez souligné, l'abstention est un phénomène récurrent. Plus vous éloignez le centre de décision du citoyen, plus l'abstention est forte. On le voit aux européennes, on le voit aux régionales, mais plus largement, le phénomène s'accentue, puisque même pendant les élections municipales, vous avez des maires de grandes villes qui ont été élus avec moins de 50% de participation de leurs concitoyens. Donc il y a un vrai sujet. Pour ça, je pense qu'il faut prendre en compte le vote blanc, il faut réfléchir à moderniser un peu l'action de vote. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2022, il y a encore un sens de se déplacer dans une mairie avec un bulletin papier ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dématérialiser tout ça, comme d'autres pays occidentaux l'ont fait ? Il y a sans doute des pistes, mais je crois qu'il y a des choses plus importantes et plus urgentes à traiter, puisque vous l'avez souligné, il n'y a pas de campagne pour ces élections législatives. Donc là, vous nous donnez l'occasion de pouvoir nous exprimer
tous collectivement dans nos thèmes. différentes formations politiques. Et je rejoins ce qui a été dit par l'ensemble des interlocuteurs de ce plateau, à l'exception de Jean-Baptiste Moreau. Le président de la République cherche à faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne. Je vous l'ai dit, aux européennes, qui est un scrutin national, il a institué un match entre Mme Le Pen et lui-même. Aujourd'hui, il institue un match entre M. Mélenchon et lui-même. Moi, je veux dire aux électeurs de droite et de centre-droit, il existe une troisième voie entre le lepénisme et le macronisme. Votez pour vos idées et surtout, votez pour des candidats que vous connaissez. Parce que quand on regarde, laissez-moi terminer 2 secondes, et après je cède la parole. Quand on regarde la coalition NUPS, on se rend compte que dans beaucoup de circonscriptions, ce sont des gens qui sont totalement inconnus du grand public. Quand on regarde En Marche, on se rend compte dans mon département, dans ma circonscription, ça a donné lieu à des dissidences, puisque les candidats parachutés par l'appareil politique national n'ont pas recueilli l'assentiment des propres militants d'En Marche sur le territoire. Et donc, moi je dis aux électeurs, encore une fois aux nôtres, de droite et de centre-droit, votez pour des élus que vous connaissez, que vous côtoyez au quotidien, parce que c'est ceux-là qui vont légiférer sur les 5 prochaines années. Edwige Diaz, Emmanuel Macron a été élu le 24 avril dernier, nous sommes le 5 juin, 6 semaines de campagne ou de non-campagne. Ça a quelles conséquences sur la campagne, sur les législatives ? Mais je pense que ça a surtout des conséquences sur les personnes, voilà, qui, quand même... 13 millions, en tout cas, ont rejeté la politique d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire, vont se dire, là, on est reparti pour 5 ans, ça va être difficile, nous allons souffrir, parce qu'on sait que plus de macronisme et 5 ans de macronisme, c'est plus de casse sociale, plus de spoliation fiscale, c'est plus de brutalité, et c'est plus d'images déplorables. Pardon de le rappeler, mais l'histoire du Stade de France du week-end dernier, mais quelle image avons-nous donné à la terre entière, c'est-à-dire avec 400 millions de téléspectateurs en France, dans le monde, et on a vu un monsieur Darmanin qui se défaussait de ses responsabilités, qui essaye de nous embobiner avec une histoire de billetterie, de faux billets, alors que le vrai problème, c'est que la Seine-Saint-Denis est gangrénée par une immigration massive et incontrôlée, et c'est que M. Darmanin n'a pas été en mesure d'anticiper, en tout cas n'a pas donné les consignes aux forces de l'ordre. Résultat, nous sommes la risée du monde, les touristes ne vont plus vouloir venir chez nous parce qu'ils vont avoir peur, et à juste titre, de se faire dépouiller. Moi, j'ai entendu des témoignages de femmes qui ont été agressées, et ça ne peut plus continuer. Si M. Darmanin avait une once d'honneur, il présenterait sa démission. Jean-Baptiste Moreau, est-ce que l'absence de présence ou d'investissement du président de la République ces dernières semaines vous pèse ? Est-ce que vous considérez qu'il n'est pas assez sur le terrain, qu'il n'apporte pas assez de soutien à ses candidats ? Absolument pas. Il a été élu président de la République et à ce titre, il est président dans l'ensemble des Français. Donc il n'a pas interféré dans la campagne des législatives. Aujourd'hui, il a été président. Jours, il est allé sur le terrain, justement. Donc là, il intervient. Dans le cadre de l'action du gouvernement, pour annoncer ce qu'il va faire sur l'éducation, pour annoncer un certain nombre de projets de loi, notamment du projet de loi pouvoir d'achat sur lequel travaille notamment Bruno Le Maire dès aujourd'hui et qui sera présenté à l'Assemblée nationale si nous avons une majorité dès début juillet, parce qu'il y a effectivement une urgence, mais tout ça, c'est dans le cadre démocratique que ça doit se faire, dans le cadre de projets de loi qui sont défendus. Mais après, il est assez amusant de voir des gens qui sont arrivés 2e et 3e aux élections présidentielles nous expliquer que le premier est plus rejeté qu'eux-mêmes qui ne sont pas arrivés premiers précisément. Donc voilà, un peu de respect pour le cadre démocratique et pour les résultats des élections et des électeurs. Ils ont choisi de confier leur confiance au président de la République. Maintenant, c'est à nous de lui apporter une majorité, c'est à nous sur le terrain, et on fait campagne. On a fait campagne pendant la présidentielle depuis le premier jour, on fait campagne pour les législatives, chacun sur nos circonscriptions aussi depuis le premier jour, et on va convaincre les électeurs qu'il faut donner une majorité au président de la République, parce que le pire serait l'inaction pendant les 5 ans qui viennent. On a de nombreux défis qui sont devant nous. Alors contrairement à ce que Mme Diaz disait tout à l'heure, j'ai aucune crainte sur le fait que les touristes viennent en France, et il n'y a pas que les touristes qui viennent en France, puisque est sorti cette semaine la statistique que la France est le pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers depuis 3 ans consécutifs. Donc on n'a pas si mal travaillé que ça au niveau de l'attractivité de notre pays, et voilà, les images du Stade de France, effectivement, il faut faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement. Il ne faut pas leur donner non plus d'importance qu'elles n'en ont réellement. Il faut voir qu'il y a eu des dysfonctionnements, manifestement, je ne sais pas lesquels, il faut regarder lesquels ils sont.
je garderai bien de toute conclusion hâtive, comme certains le font aujourd'hui. Pardon, mais M. Darmanin n'a pas démontré une envie certaine de vouloir faire la lumière sur les événements. Il est intervenu devant le Sénat qui lui a demandé des explications et il a demandé une enquête. Il a répondu à côté de la plaque, comme j'ai dit. Il a essayé de détourner le regard, de détourner l'attention vers un problème de billetterie plutôt que de s'intéresser aux vraies problématiques qui ont engendré ces scènes de chaos. Guillaume Guérin, juste quelques mots. Question à Jean-Baptiste Moreau. Nous sommes voisins de territoire. Donc une majorité, pourquoi faire, Jean-Baptiste? Parce que, vous le savez très bien, le président de la République a été élu par défaut parce qu'il était face à Mme Le Pen. Comme le candidat au deuxième tour du présidentiel. Le score très faible de la candidate des Républicains, de Mme Pécresse, au premier tour de l'élection présidentielle, est dû au fait qu'une partie importante des électeurs de droite et de centre-droit ont voulu éviter un duel entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Peut-être aussi au fait qu'elle ne proposait pas grand-chose comme programme. Dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Mais si les électeurs qui se sont prononcés pour Emmanuel Macron au premier tour avaient su ce qu'il y avait dans la pochette surprise, notamment sur l'éducation nationale par exemple, s'ils avaient su, ces électeurs de droite, que c'était M. Pap Ndiaye qui allait devenir ministre de l'Éducation nationale, je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient tous fait dans les mêmes proportions que ce qu'ils ont fait le jour du premier tour. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que proposent les candidats En Marche à ces élections législatives, si ce n'est de nous dire il faut donner une majorité au président Macron, dont on ne connaît pas concrètement le programme sur les grands sujets de société, sur l'hôpital, sur l'école, sur l'aménagement du territoire, sur l'agriculture. Est-ce qu'on peut continuer avec le projet Farm to Fork? On va sans doute en parler tout à l'heure. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans la pochette surprise de M. Macron, et nous dire, Jean-Baptiste, il faut voter pour nos candidats pour que le président ait une majorité, pardonnez-moi de vous dire, c'est un peu court. Et le programme, on l'a défendu pendant toute la campagne présidentielle, on continue à le défendre par la... Mais si, vous n'avez pas de programme, du coup vous avez fait moins de 5%, donc ça on l'a vu, c'était assez clair. Pour éviter un les électeurs s'y sont pas trompés, les partis traditionnels, depuis 2017, ne se sont pas remis en question, n'ont pas travaillé sur des programmes de fond et du coup se sont retrouvés boulés par les électeurs. Nous avons un programme très, très concret pour continuer à donner de l'attractivité à la France, pour réindustrialiser notre pays, pour améliorer la solidarité entre toutes et tous, pour essayer de faire en sorte qu'on ait demain des services publics sur tous nos territoires. On a fait des choses pendant ces 5 ans, on propose un certain nombre de choses, je parlais de la solidarité à la source. Alors la réforme des retraites qui a longtemps été décriée, c'est surtout aujourd'hui, le point crucial, c'est la prise en charge de la perte d'autonomie, parce que c'est un enjeu sur nos territoires ruraux essentiel. Dans un instant, non, mais il me demande mon programme, donc je commence à le détailler. On va venir sur le fond du programme, et je vois M. Raymond qui trépigne depuis tout à l'heure. Non, mais je trépigne parce que je suis d'accord avec M. Guérin. Alors une fois n'est pas coutume, je ne suis pas un rouge sanguinaire comme vous le dites, je suis capable d'être d'accord avec vous. Et il serait peut-être intéressant, Monsieur Moreau, je sais que Mme Diaz n'a pas tardé à me couper la parole et m'expliquer que c'est grâce à nous que vous avez gagné, mais moi je suis absolument très très fier, je connais vos éléments de langage, je suis absolument très très fier. Vous connaissez surtout ce que vous avez fait. J'étais pas avec vous dans l'isoloir, mais vous êtes responsable. J'assume. Alors, je suis responsable que vous n'ayez pas gagné, et l'histoire de ma vie, mon histoire personnelle, mon histoire politique, voilà. Avoir servi de marchepied à M. Macron. Vous savez quand même que M. Macron propose la retraite à 65 ans. Bien sûr. Vous savez que dans notre pays, il y a plus de pauvres en 2022 qu'en 2017. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ne s'en sortent plus. Mais je croyais que vous aviez un projet social, mais en fait non. Là, vous démontrez une fois de plus que votre alliance est une arnaque électorale, et d'autant plus, c'est d'autant plus vrai ce que je dis, c'est que M. Mélenchon peut se fourvoyer dans toute la démagogie qu'il veut, le SMIC à 1 500 €, la sortie du nucléaire, parce qu'il n'aura pas à assumer les conséquences de ses propos. Pourquoi ? Parce que déjà, il ne sera jamais Premier ministre, parce qu'on sait très bien que les institutions, la République française, sont faites pour que le président ait une majorité à l'Assemblée nationale. Et deuxième point, pourquoi ? Parce qu'il n'est lui-même pas candidat aux élections législatives. Donc moi, je pense que ça va être très difficile pour vos candidats qui vont se retrouver sans groupe, puisqu'ils ont d'ores et déjà annoncé que chaque écurie aura son groupe. Donc finalement, vous n'arriverez à rien. Et autant que les députés de la République En Marche, qui ont été pour la plupart des députés godillots, qui vont se contenter de suivre béatement les directives de M. Macron, vous ne servirez à rien parce que vous serez divisés. Mais vous aurez une fois de plus trahi les Français, après avoir appelé à voter 2 fois pour lui à la présidentielle. Si à l'avenir vous souffrez de respecter un peu la démocratie et de me laisser finir mon propos, je vous en serai gré. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais je vais vous n'avez pas le vote honteux, c'est bien
dommage. Je vais vous répondre si vous l'acceptez. Face à vous, toujours, on se dressera, madame. N'ayez aucune seconde de doute sur le fait qu'aucun électeur de gauche est capable de voter pour l'Assemblée nationale. Je pense que vous ne devriez pas parler de... Non, mais Madame Diaz, merci, madame. on laisse Monsieur Raymond aboutir son propos, s'il vous plaît. Vous démontrez votre vision de la démocratie. Si c'est non, le mais cas, vous parlez madame, au nom de tous les électeurs de gauche. Que je Pardon de peut-être un le peu dire. plus que vous l'acceptez. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens électeurs du PS qui votent pour le Rassemblement national. Bien sûr. Et c'est une fierté pour nous de les accueillir. Oui, vos donc, propos, s'il vous plaît. on se dressera toujours face au Rassemblement national. Mon histoire politique, mon histoire personnelle, c'est l'antithèse de ce que vous représentez, de ce que vous êtes. Vous êtes le programme économique d'Emmanuel Macron, le libéralisme, qu'on combat, et le racisme en plus. Donc ne doutez pas une seule seconde, bien sûr. Non, mais Ne monsieur, doutez pas une vous seule dites seconde. D'ailleurs, j'ai commencé un n'importe quoi. bingo, Déjà, on a vous déjà êtes dit immigration. On passe de Stade de France, ça y est, c'est Moi, immigration. je Pour parler de voudrais vous Seine-Saint-Denis, appeler à un les peu de habitants de respect. Seine-Denis sont des Français. Vous ne Je pouvez vous pas demande de insulter les respecter. 13 millions d'électeurs de Je racistes, parle pas de nos monsieur. électeurs. Je sais que vous êtes obnubilé par tout ça. Je sais très bien que vous dépensez le burkini dans les piscines, le hijab pour les femmes. ça y est, je vous continue mon bingo. défendez la Burkini. régression et l'inégalité Allez. entre les femmes et les hommes. D'où le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui votent pour Marine Le Dans Pen combien de temps aujourd'hui. islamo-gauchisme S'il vous plaît. Non, je sais pas. Attendez, Non, mais David s'il vous Habib plaît, est elle me coupe. J'aimerais voir. Alors terminé, il faudra donner la parole à David Habib qui n'est pas sur Mais ce avec plateau, qui est plaisir, à distance avec et plaisir. qu'on voudra entendre. Avec plaisir. Donc, en effet, n'oubliez pas, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur qu'a fait Chirac, que vous n'avez pas été élu grâce à vos électeurs. Vous avez été élu et c'est pas grave. C'est pas voilà, acceptez-le. C'est tout ce que je veux dire. Comme tout Sur candidat à la laissez-moi présidentielle au développer, deuxième je vous tour. en prie. Sur le Stade de France, voilà, Madame Diaz, immigration. Bon, peut-être qu'on peut parler un petit peu maintien de l'ordre. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de ce qui s'est passé avec la police. Peut-être qu'on peut dire que le préfet allemand, c'est l'échec du maintien de l'ordre et que les nouvelles doctrines en termes. On ne avait va une pas police- refaire le Stade de France On sur avait cette une émission. seconde, s'il vous plaît. Tout le monde en a parlé. On avait une police qui était respectée dans le monde entier pour sa capacité de maintien de l'ordre. Et je trouve que cette police elle était honorée. Enfin, tout le monde regardait ça. Et maintenant, on a une police qui réagit à la gazeuse direct. Et je tiens à dire que l'image qu'on a donnée dans le monde entier est absolument abjecte. Et sur le respect, Madame Diaz, je vous demanderai de respecter les habitants de Seine-Saint-Denis. Ce sont des Français. Quand vous parlez d'immigration pour parler des habitants de Seine-Saint-Denis, ce n'est pas vrai. Et enfin, pour le programme, évidemment, nous on a un programme. La NUP a présenté un programme avec lequel M. Habib n'est pas d'accord, mais pourquoi pas, il a entièrement raison. 650 mesures. Je pense qu'on est le seul à aller aussi loin dans le chiffrage du programme et dans les propositions que nous faisons aux Français. Donc j'espère qu'on va pouvoir en débattre très vite. David Habib, vous vouliez intervenir donc, en direct de Pau. Oui, d'abord j'étais en train de me réjouir de ne pas être venu à Bordeaux en écoutant ce débat qui ressemble beaucoup au débat qu'on a à la télévision sur les chaînes nationales. Je crois qu'il faut qu'on donne aussi une dimension locale, une dimension aquitaine. Je sais bien que l'élection législative, c'est pas une super élection cantonale. Pour autant, essayons de nous distinguer de ce que font les leaders des partis. Parlons du quotidien des gens. Alors justement... Et le quotidien des gens, je peux vous assurer, je répète, j'ai fait 123 réunions depuis le 23 mai, on ne m'a pas parlé une seule fois du Stade de France. On ne m'a pas parlé une seule fois du Burkini. On m'a parlé en revanche des problèmes de l'hôpital et des déserts médicaux. Justement, on m'a parlé presque partout de l'égalité des Français face à Internet. On m'a parlé d'agriculture. On m'a parlé de sécheresse. On m'a parlé de l'incapacité, souvent pour des artisans ou des chefs d'entreprise, à recruter parce qu'il y a aussi la question de la valeur travail qui est posée dans notre société. Et c'est pas un problème ni de droite ni de gauche. C'est un problème qui doit nous interpeller parce que nous avons besoin dans ce pays d'avoir des entreprises qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Alors donc moi je souhaite rester avec vous. Je suis à ce débat. Je pars pas. J'ai demandé à mon suppléant de faire deux réunions, mais je souhaite rester avec vous. Mais je souhaiterais qu'on parle des problèmes des Français. David Habib, concernant justement ce que l'on appelle l'effondrement, ou ce que certains appellent l'effondrement du système sanitaire en France, vous le constatez sur votre circonscription, dans votre département des Pyrénées-Atlantiques. Quels sont les constats que vous pouvez faire et puis surtout, quelles solutions pouvez-vous apporter, vous, alors sachant que vous êtes député, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, vous connaissez ces problématiques par cœur, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution aujourd'hui ? Alors, d'abord, première chose, c'est partout pareil. Quand je vois Pellegrin qui ferme les urgences, je suis en capacité de me dire... à Bordeaux, que l'hôpital d'Orthez, qui est dans ma circonscription, peut être confronté, bien évidemment, au même problème. Et je le dis notamment à Jean-Baptiste Moreau, je lui dis, il faut qu'on change le logiciel. Jusqu'à présent, de Roselyne Bachelot à Olivier Véran, on a travaillé sur l'incitatif. Ça ne marche plus. Ça ne marche pas. On a besoin de régulation. On a besoin de dire que là où il y a déjà beaucoup de médecins, eh bien, on n'autorise plus le conventionnement de nouveaux médecins qui viendraient s'installer. À Biarritz, c'est la deuxième ville de France pour le nombre d'ophtalmos.
Peut-on encore accepter que des ophtalmos conventionnés s'installent à Biarritz et ne le fassent pas à Mourinx, à Orthez ou dans d'autres villes de ma circonscription ou d'autres circonscriptions? Il faut de la régulation. Il faut demander à chaque médecin, à chaque interne qui sort de l'hôpital de donner une année au sortir de l'hôpital, au sortir de sa formation, une année pour l'hôpital, pour les zones rurales, pour les zones urbaines sensibles. Il faut en même temps réfléchir à un plan sanitaire sur l'Aquitaine qui soit différent. Je prends un exemple et je soutiens l'initiative de François Bayrou. Vous voyez, on n'est pas dans la même formation politique, mais je me réjouis que le maire de Pau ait souhaité que l'hôpital de Pau devienne un hôpital universitaire, qu'on ait la possibilité d'avoir des médecins, des jeunes étudiants qui deviennent des stagiaires et qui fréquentent les stages en Béarn ou en Pays Basque. Et ce qui est vrai pour Pau, je pense que ça peut être vrai pour Limoges, ça peut être vrai pour d'autres. Limoges, c'est déjà le cas, mais ça peut être vrai pour d'autres territoires de la région Aquitaine. Je crois qu'il faut qu'on puisse aussi avoir une réflexion avec l'ensemble de la communauté médale. La crise de la santé, c'est pas que l'absence de médecins. La parole à M. Grattange. Non, mais je vais finir mon propos. C'est aussi l'absence de pharmaciens, l'absence d'infirmiers, l'absence d'aides-soignants. Il faut un gros effort de recrutement et de revalorisation des salaires. On ne peut pas en rester là. Et ça, c'est pas le Burkini, c'est la réalité de nos concitoyens. Alors tous ces constats d'absence, de manque de déserts médicaux, zones rurales, zones urbaines d'ailleurs également, et puis finalement d'un état de l'hôpital public qui se fissure, Jean-Louis Grattange, il faut inciter, il faut obliger, il faut recruter comment ? Et financer surtout. Tout d'abord, je voudrais revenir sur l'ensemble des propositions. Nous avons un devoir de vérité. Le premier devoir de vérité que nous avons, et Éric Zemmour s'y est efforcé tout au long de sa campagne, c'est de regarder les faits et la réalité. Ensuite, les réponses politiques peuvent diverger. Le grand déclassement n'est pas une théorie. Et notre réponse, c'est qu'il faut créer de la richesse. Il faut travailler plus pour gagner plus. Ensuite, il faut également taxer moins pour gagner plus. Et de ce côté-là, il faut apporter des propositions de réduction de la dépense publique. Le grand remplacement n'est pas une théorie. Oui, mais sur la santé, comment est-ce qu'on arrive à la santé, à refaire un système de santé sur l'ensemble des territoires ? On ne peut pas continuer à 400 000 immigrés tous les ans. Notre pays ne les absorbe pas. C'est pas la question, c'est pas le propos. La santé. Concernant la concentration de ce problème sur les urgences. Que cherchent les personnes en allant aux urgences ? Que cherchent-ils ? Une réponse médicale. Faut-il apporter la même réponse médicale à quelqu'un qui arrive multi-accidenté d'un accident de la route, qui fait un AVC, qui fait un arrêt respiratoire, ou quelqu'un qui vient parce qu'il n'a pas su trouver de médecin, qu'il s'est fait une entaille. La bonne solution, c'est de réserver les urgences aux urgences, c'est-à-dire d'anticiper, de faire entre la médecine de ville et la médecine hospitalière des maisons de santé colocalisées dans les hôpitaux pour être seniorisées avec des spécialistes qui seront, eux, les derniers recours. Donc la question existe, mais la réponse apportée depuis tant d'années a été mauvaise, et ce n'est pas le plus qu'il faut chercher à promouvoir, mais le mieux. Les maisons de santé en sont un exemple. Jean-Baptiste Moreau, justement, sur ce thème des hôpitaux et de la crise des urgences. J'ai bien reconnu la sagesse de David Habib, que j'ai eu le plaisir de côtoyer pendant ces 5 ans en tant que président de l'Assemblée nationale et en tant que collègue. Je suis d'accord que les gens parlent beaucoup plus de problèmes de santé, notamment sur des territoires ruraux où la moyenne d'âge est assez élevée, que de n'importe quel autre sujet. On a aujourd'hui supprimé le numerus clausus en 2018. On forme aujourd'hui 12 000 médecins alors qu'on en formait 9 000 avant. Mais le problème, c'est que ça c'est une solution de long terme. C'est-à-dire que c'est dans 10 ans, en 2028, où on va avoir sans doute suffisamment de médecins généralistes notamment, parce que c'est ça qui manque surtout, c'est des médecins généraux. Parce qu'ils sont attirés, David Habib le disait, ils sont plus attirés par Biarritz que par Guéret. Mais sur les spécialistes, c'est vrai. Sur les généralistes, il en manque partout, en fait. Il en manque partout, y compris en zone Biarritz, à Guéret, à Saint-Tropez, en région parisienne. Il en manque partout des médecins généralistes. On n'en a pas formé assez pendant de nombreuses années, avec le dogme qui disait moins il y aura de médecins, moins on dépensera de sous, et moins ça causera le coût de la sécurité sociale. De médecins. On voit l'hôpital à Bordeaux et ailleurs. Ce sont aussi les infirmières, les aides-soignants. Non, mais aujourd'hui, concrètement, ce qu'il faut sur les territoires, c'est améliorer effectivement l'articulation entre la médecine de ville et l'hôpital. C'est ce qu'on a commencé à faire avec la loi Moi Santé 2022. On a
à court terme une urgence qui est de proposer du soin pour que, évidemment éviter d'engorger ces urgences. On a des infirmières des pratiques avancées qui aujourd'hui sont capables de faire du renouvellement de prescriptions d'ordonnances sur des maladies telles l'hypertension artérielle, des maladies chroniques. C'est une formation d'1 an qui permet aux infirmières libérales, qui sont présentes relativement en nombre dans les zones rurales, d'avoir une spécialisation supplémentaire et qui permet de pallier justement ce manque de médecins. On a des pharmaciens, des pharmaciennes qui ont Bac+7 qui sont aussi capables de faire de la prescription pour suppléer justement au manque de médecins généralistes, parce que c'est ça qui manque dans nos zones rurales, c'est ce manque de médecins généralistes. Donc en attendant qu'ils soient formés, on a des solutions avec les infirmières pratiques avancées, avec les pharmaciens, avec la téléconsultation, puisqu'on pensait que c'était pas possible pendant le Covid, on a fait exploser le nombre de téléconsultations. Les pharmaciens et les pharmaciennes qui sont souvent plus adossés à des cabinets médicaux parce que les médecins sont partis à la retraite et ils n'ont pas été remplacés, ils peuvent accompagner les patients sur la téléconsultation avec des médecins qui sont cités ailleurs. Est-ce que c'est un échec du quinquennat d'Emmanuel Macron? C'est un échec collectif. On a amélioré les choses, on a supprimé le numerus clausus en 2018, mais aujourd'hui, on n'a pas été assez loin. L'hôpital de Guéret, aujourd'hui, l'État a mis plus de 6 millions d'euros pour reprendre la dette de l'hôpital de Guéret. 6 millions d'euros rien que pour prendre la dette, plus 3 millions pour l'investissement. Voilà, mais ça, ça s'est pas créé en 5 ans, ça s'est créé depuis 20 ans. Donc là-dessus, on a agi, on a fait un certain nombre de choses. Le Ségur de la santé a permis de revaloriser de 180 € la plupart des professionnels de santé, mais c'est juste un rattrapage partiel. Il faut aller plus loin. Bien sûr qu'il faut redonner de l'attractivité à ces métiers d'aide-soignant, les métiers d'aide à domicile, les métiers d'infirmier. L'attractivité passera évidemment par des revalorisations salariales, mais pas seulement, par des conditions de travail améliorées. Tout ça, ça reste devant nous, oui, comme défi. Invités. Guillaume Guérin, le système de santé, il est global. L'hôpital ne va pas sans la médecine de ville, inversement, et des champs d'ailleurs. L'hôpital paye des carences des politiques publiques depuis des années, et pas seulement sous le quinquennat Macron, mais particulièrement depuis 10 ans. Quand on est quelqu'un de sensé, on se rend compte que tout ceci s'est accentué, s'est aggravé. Comment on le sauve rapidement? Parce que le numerus clausus, on disait, c'est dans quelques années. Je vais vous poser une question à vous. Est-ce que vous connaissez quel est le nombre de pourcentage d'agents qui sont administratifs dans l'hôpital français? Il faut beaucoup de monde pour faire tourner ces grosses machines, certainement. 35%. La moyenne des pays européens de l'Ouest, c'est 20%. Donc aujourd'hui, il y a une des chose coûts de fonctionnement trop élevés. Bien sûr, fonctionnement trop administratif. Et d'ailleurs, vous savez, même les directeurs d'hôpitaux vous disent que c'est trop administratif. Aujourd'hui, vous fermez des bureaux pour ouvrir des lits, ça serait déjà, je pense, une bonne politique publique à mener vis-à-vis de l'hôpital. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 6 infirmiers sur 10 qui disent être au bord du burn-out. 6 sur 10. Vous avez un tas de problèmes, et pas seulement des problèmes de financement. Vous avez le problème des transports. Aujourd'hui, vous avez 30% des infirmiers français qui travaillent en hôpital qui sont à plus de 2 heures de trajet entre le domicile et le travail. Ça, c'est l'hypermétropolisation de ce pays. Vous savez, il y a beaucoup de travailleurs qui sont dans ce cas-là. Créer des très grandes métropoles, Lyon, Paris, Marseille, ça ne fait pas que créer des choses positives, bien au contraire. Et dans le domaine de la santé, c'est un vrai problème. Et la métropole bordelaise en est l'exemple typique. Mais le bilan, le bilan du quinquennat actuel est catastrophique en la matière. Jean-Baptiste Moreau appartient à un département de la Creuse. Pardon Jean-Baptiste, mais 40 lits fermés à l'hôpital de Guéret sous votre mandature. 40 lits fermés. Mais le bilan, il est catastrophique. Il y a la mise en place de la T2A qui a été mise en place en 2007. La Creuse est le département le plus âgé de France. Oui. Vous avez fermé, pendant ce quinquennat, le service de gériatrie. Et vous avez fermé le service de gastro. Ça, c'est extrêmement concret et extrêmement factuel. Alors, je vais être d'accord avec notre collègue Habib qui dit... pour ces élections législatives, il faut élire des élus de terrain qui se battront pour leur territoire et qui seront des législateurs qui iront faire la loi en connaissance de cause des problématiques du terrain. 9 millions d'euros pour l'hôpital de Guéret pendant 5 ans. Pour rattraper la T2A qui avait été mise en place par Sarkozy. Et 6 pour effacer la dette. Tarification je rejoins ce que dit monsieur sur la T2A. À cause de la T2A. Vous allez être mobilisés la dette à cause de la T2A notamment. Pendant 2 tours des élections législatives pour élire des législateurs. Élisez des gens qui connaissent les problématiques du terrain. C'est extrêmement important. Mais je vais revenir à la question de départ. Votez en connaissance de cause. Et monsieur Habib, vous êtes très courageux, je vous le dis, de défendre vos idées, parce que je pense qu'effectivement, et j'ai une pensée émue pour certains amis socialistes qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas du tout dans cette coalition complètement informe de NUPS et qui ont l'impression d'avoir été cocufiés tout au long de l'histoire. Et donc, monsieur Habib, vous êtes courageux de porter vos idées de manière indépendante. Peut-être d'ailleurs que grâce à cette dissidence, vous donnerez la circonscription à Fabienne, notre candidate Coswell qui... bon, là, c'est du calcul électoral. Peut-être une possibilité de gagner dans ce marigot. David Habib, en quelques mots.
Oui, je pense que M. Guérin, s'il veut faire un coup politique, il faudrait qu'il épelle le nom de Mme Costet-Doat correctement. Mais après tout, Mme Costet-Doat, puisque vous avez fait un vibrant hommage aux élus de terrain, Mme Costet-Doat a publié des bulletins de vote dans notre circonscription, qui est la 3e, avec la mention « Première circonscription des Pyrénées-Atlantiques ». Bon, donc tout le monde peut se tromper, elle et vous, M. Guérin. L'important, c'est pas ça, c'est pas de jouer à ce que je viens de faire d'ailleurs, c'est d'essayer de trouver des solutions. Oui. Parce que combien de fois m'a-t-on dit qu'on a ramené des personnes de plus de 90 ans à 4h, 5h du matin à leur domicile, après un passage par les urgences, parce qu'il n'y avait pas de lit à l'hôpital de Pau. Combien de fois m'a-t-on dit qu'il y avait une difficulté majeure le week-end et le soir en milieu rural. C'est ça, nous avons un devoir de résultat. Je vous le dis, les petites guerres politiques, les petites compétitions électorales auxquelles les politiques nous sommes habitués, elles donnent et Mme Dias et l'abstention. Et notre devoir, c'est d'apporter pendant ce quinquennat, pendant cette législature, des réponses concrètes. C'est ça qui fait que les gens se détournent de la politique. C'est le fait qu'ils aient le sentiment que rien ne change. Et en matière de santé, nous devons impérativement avoir des résultats. On peut se poser la question, quand le gouvernement réintégrera-t-il le personnel soignant qui ont été empêchés d'exercer leur métier parce qu'ils ont choisi de ne pas se faire vacciner et de se faire tester tous les jours? Des milliers de personnes sont actuellement sans revenus et sont disponibles pour aller reprendre leur travail. 1% des soignants environ. Au sujet de l'hôpital public, en effet, je suis d'accord aussi avec le constat de M. Habib. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec son constat politique qu'il faut de nouveau parler de politique et parler des programmes. La réalité, c'est que l'hôpital public, c'est plusieurs décennies de politique libérale qui ont mené à cet état. Et là, on le voit, les urgences explosent, plusieurs hôpitaux sont en grève. Et c'est vrai qu'on peut... on ne peut pas accuser seulement le gouvernement d'avoir été responsable de l'état de l'hôpital public. Vous parliez de la T2A, je ne crois pas que dans votre programme, vous proposiez de la supprimer. Elle a été déjà en partie supprimée, notamment dans les hôpitaux ruraux, ce qui a été responsable d'une partie justement des déficits dans les petits hôpitaux. Si nous gagnons ces élections, nous finirons le travail. Il faut faire le constat. Là, je croisais en effet hier quelqu'un à Rochefort qui me disait que sa mère avait fait un arrêt cardiaque et elle est sortie en bus de l'hôpital le lendemain d'un arrêt cardiaque. Ma suppléante, c'est une suspicion de la part de son généraliste de cancer de la peau, 8 mois pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue. C'est ça que vivent les Français quotidiennement. Et ce n'est pas que les zones rurales, c'est aussi les zones urbaines. Ce que je veux dire, c'est qu'en 20 ans, on a supprimé 80 000 lits. Pardon ? Pour conclure sur ce point. Ouais, j'aimerais bien parler un peu plus longuement de l'hôpital public. En 20 ans, on a supprimé 80 000 lits. Un autre thème, le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est 17 000. Dont 5 700 pendant la crise Covid. Évidemment, l'hôpital, ce n'est pas que des moyens. Et je suis d'accord, il ne faut pas mentir, ce n'est pas qu'un problème de moyens. C'est aussi un problème de considération pour les soignants. C'est un problème de comment ils sont traités au travail et notamment comment ils sont traités par des gens, en effet, qui ne sont pas forcément des soignants. Et c'est comment, à l'intérieur de l'hôpital public, on redonne du pouvoir justement aux soignants. Nordine Ramon, merci. Edwige Diaz, sur l'hôpital public, quelques mots ? Oui, le constat est alarmant. On peut le voir en Gironde. On a parlé longuement du CHU de Pellegrin, mais il n'y a pas que le CHU de Pellegrin. Il y a les urgences de Sainte-Foy-la-Grande aussi qui sont fermées faute de personnel. Et il y a aussi la maternité de l'Aspar. Donc tout ceci pose de vrais problèmes. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le député. L'échec, il n'est pas collectif. Nous, au Rassemblement national, on n'a pas voté vos propositions. Et par contre, vous n'avez pas écouté les nôtres. Des soignants, d'ailleurs. Les 180 €, vous n'avez pas voté, mais vous n'étiez jamais là. Donc, écoutez les nôtres. Vous savez, nous avions dit, et là, pour le coup, je partage vos chiffres, monsieur. Nous sommes indignés quand nous avons vu qu'en pleine crise sanitaire, en 2020, vous avez fermé 5 700 lits. Nous sommes aussi indignés que vous n'ayez pas voulu réintégrer les 15 000 soignants qui ont refusé de se faire vacciner. Nous, avec Marine Le Pen, nous proposons d'une part leur réintégration et d'autre part la récupération de leur salaire. Donc, pardon, ne rejetez pas la faute sur tout le monde. Et ensuite, il y a un vrai problème. La revalorisation, effectivement, vous l'avez voté contre. Excusez-moi. C'est notamment la revalorisation des soignants. Votre Ségur, il ne va pas du tout assez loin, pardon de le dire. Malgré le Ségur, les personnels soignants de France sont payés 10% de moins que les personnels à l'échelle de l'Union européenne. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est que ces personnels soignants, ils ne se nourrissent pas de vos mots.
voyez, Non, 180 € par mois, c'est pas des mots, Madame Diaz. d'actes et vous ne prenez pas en considération le mal-être qu'il y a dans les hôpitaux. Vous ne faites aucun cas des burn-out. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre hôpital est en crise absolue. Donc oui, il faut réintégrer les soignants, revaloriser les salaires et bien sûr, nous proposons pour la médecine non, on va s'arrêter là. C'est la privatisation. On s'arrête là sur ce thème. Plus largement, il manque 25 000 soignants sur 5 ans. Tout le monde le sait. Il faut revaloriser la profession parce que c'est une profession qui est aujourd'hui complètement en déliquescence et qui n'a pas la reconnaissance qui lui est due. C'est pour ça que vous avez 10% d'absentéisme dans l'hôpital public. Et c'est les conditions de travail. Mais sur le Ségur, vous prenez les EHPAD publics des collectivités, je suis bien placé pour vous en parler. Les médecins coordonnateurs des EHPAD publics qui se sont retrouvés à traiter des patients Covid, sans gants, sans protection. Les gants et les protections ont été fournis par les maires de France, uniquement par les maires de France. Le gouvernement a été incapable de fournir les protections. On va s'arrêter là sur ce et thème, aujourd'hui, les médecins coordonnateurs des EHPAD, vous savez quand est-ce qu'ils ont été revalorisés, monsieur Omer ? Dites-nous. Le 1er avril de cette année. Oui, le 1er avril. Le 1er avril de cette année, ils ont même pensé que c'était un poisson d'avril parce que ça faisait un an et demi qu'ils l'attendaient. En même temps que les médico-sociaux, il y a eu des négociations qui ont été menées avec le gouvernement depuis le début. On va aborder un thème probablement un peu trop rapidement, mais parce que ce thème, visiblement, n'apparaît pas dans la campagne, cette campagne pour les élections législatives, c'est l'écologie. Emmanuel Macron a décidé d'en faire un quinquennat écologique. David Habib, l'écologie, elle prend quelle forme sur votre circonscription et quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre sur ce thème ? C'est une des raisons qui m'amène à refuser la NUPS. Moi, je le dis ici, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un combat qui est peut-être le premier. Alors, bien sûr, il y a les services publics qu'on vient d'évoquer, il y a d'autres questions, mais c'est le combat de plusieurs générations. Et ce combat, il ne peut pas être un combat gadget. La dernière loi qui a été votée par Mme Pompili, la loi climat et résilience, elle a interdit aux avions qui font de la publicité sur les plages, elle les a interdits en France. C'est fini. Mais en même temps, on n'a rien fait sur les 3500 locomotives diesel qui fonctionnent quotidiennement sur notre territoire national. La loi climat et résilience, elle a interdit la quasi-possibilité de construire en milieu rural au nom de beaux principes, la consommation des terres agricoles, la lutte contre l'éclatement urbain, mais dans des communes qui n'avaient aucun CU, ou un CU par an, c'est vécu comme une contrainte supplémentaire et un refus des maires. Donc je dis ici, l'écologie, ça doit être un mouvement collectif qui nous associe tous, avec des objectifs précis et avec des mesures qui sont partagées par chacun d'entre nous. Merci. Alors bien sûr, en matière énergétique, il y a le nucléaire. En matière agricole, il y a les questions sur l'eau. Je vais vous donner un chiffre. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a 9 milliards de mètres cubes. Je vais conclure. 9 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent chaque année. On en séquestre 0,3% à des finalités agricoles. Et pour autant, en Aquitaine, dans la Nouvelle-Aquitaine ou l'Aquitaine, comme vous voudrez, on ne peut plus réaliser le moindre lac collinaire. Et on ne peut plus, par là même, à la fois apporter une réponse environnementale et une réponse agricole à nos agriculteurs et à notre territoire. Il reste, sur ce thème, vous avez 1 minute à peu près pour évoquer l'écologie. Nordine Raymond, sur l'écologie. Très rapidement, du coup, c'est l'enchaînement avec l'hôpital public. C'est intéressant parce que sur l'écologie, j'aimerais parler de santé environnementale particulièrement. On a multiplié par 2 les maladies chroniques dans ce pays et on sait que c'est lié à cette agriculture intensive et productiviste qui balance des pesticides à tout va. Dans ma circonscription, à Saint-Rogatien, on s'est aperçu, dans une ville de Charente-Maritime, on s'est aperçu que les cancers pédiatriques, c'est-à-dire des cancers qui touchent nos gamins, qui touchent les enfants, ont augmenté de manière exponentielle. Et là-dessus, l'État refuse de faire aucune étude pour savoir exactement d'où ça vient. Est-ce que c'est tel pesticide ? Est-ce que c'est un effet cocktail ? Donc je crois que l'écologie, en effet, comme le dit M. Habib, je crois que ça peut être un moteur justement pour la politique de demain. Ça doit être quelque chose sur lequel on doit tous se retrouver et faire des propositions. Mais là-dessus, je crois qu'il faut arrêter de mentir. Il va falloir sortir de ce modèle agricole intensif en accompagnant les agriculteurs et les agricultrices qui sont les premiers victimes. Je parle vite parce que je vous vois déjà le doigt levé. Oui, qui sont les premières victimes vous avez dépassé le temps, de ce modèle agricole et qui souffrent de maladies qui sont elles-mêmes reconnues d'ailleurs par la MSA comme des maladies professionnelles, comme les cancers, comme Parkinson. Merci, on va donner la parole à tout le monde. Et Jean-Baptiste Moreau, justement, vous qui êtes issu de l'agriculture. Nous, on a essayé de mettre en place depuis 5 ans une écologie pragmatique et qui obéit pas au dogme, mais qui fait confiance à la science. Alors, sur les produits phytosanitaires, on a diminué de 93% l'utilisation en agriculture des produits phytosanitaires classés CE.
CMR1, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les plus dangereux, 93% diminués en 5 ans. C'est un effort des agriculteurs qu'ils ont fait, justement, accompagnés par le gouvernement pour prendre en compte justement les nécessités environnementales. Alors quand monsieur nous explique que ces maladies-là sont liées aux phytosanitaires, je voudrais bien qu'il nous avance les preuves scientifiques. On peut pas, il n'y a pas d'études, monsieur. Mais si, vous refusez il y a une seule étude qui a été menée par la MSA qui montre que le monde agricole est plutôt moins sujet au cancer que la population générale, en pourcentage. Donc ça, c'est la vérité, c'est un sondage à l'échelle de l'ensemble des agriculteurs de ce pays. Et je voudrais bien qu'on arrête de les désigner, de les montrer comme responsables, parce qu'ils ont fait des efforts, ils continuent à en faire, accompagnés par le gouvernement. Le plan Ecophyto a permis une réduction massive de l'utilisation des produits phytosanitaires, mais on a une nécessité, une souveraineté alimentaire dans ce pays qu'il va falloir bien prendre en compte, parce que les pénuries ne sont plus quelque chose d'impossible, y compris en Europe. Edwige Diaz, sur l'écologie, quels sont les modèles que vous allez défendre, notamment vu de l'Aquitaine et de la Nouvelle-Aquitaine? Alors nous, au Rassemblement national, nous sommes évidemment pour l'écologie, mais par contre, nous sommes farouchement opposés à l'écologie punitive. Et malheureusement, c'est celle qui se développe à tous les niveaux. Enfin, je vois, on entend au sujet des agriculteurs, on les stigmatise. On leur dit qu'ils sont des pollueurs. Les automobilistes aussi, on leur a pas fait de cadeau. À la base, on avait augmenté les taxes sur les carburants au nom de l'écologie. Au final, ça a pénalisé le pouvoir d'achat des automobilistes. Et puis, il y a aussi toutes ces excuses pour augmenter les taxes. Je pense par exemple à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères qui ne cesse d'augmenter et qui pénalise les propriétaires fonciers. Et donc d'un côté, on stigmatise les Français en leur disant qu'ils sont des pollueurs, et d'un autre côté, avec la majorité, eh bien, on signe toujours plus de traités de libre-échange. Donc nous disons oui au localisme et au juste échange. Merci. Guillaume Guérin, l'écologie, la sécheresse, l'agriculture, comment on concilie tout ça? L'écologie du réel, premièrement. Et encore une fois, on a des vraies divergences d'approche avec le gouvernement et avec Emmanuel Macron en particulier. Sur les retenues collinaires auxquelles M. Habib faisait référence tout à l'heure. Certaines sont autorisées. Puisqu'elles sont autorisées, elles ont le droit d'exister. C'est le cas à Cram-Chadan, à la limite des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Récemment, ces bassines ont fait l'objet de destruction par des bandes de voyous surexcités, d'extrémistes. Et donc, moi, je considère que la réponse de l'État doit être très ferme. Ce qui est autorisé est légal, et par conséquent, n'a pas à être détruit. Ça, c'est sur la problématique de l'eau. Sur le nucléaire, non, on va pas sur le nucléaire, quelle est la position de M. Macron? La parole à M. Gratepanche pour terminer. Ou est-ce que c'est Mme Pompili? Mme Pompili vous explique qu'il faut fermer les centrales. Aujourd'hui, M. Macron vous explique qu'il faut les réouvrir. Sur l'écologie, quelle est la problématique sur le nucléaire? On donne la parole à M. Gratepanche. Oui, si vous voulez, mais c'est trop court pour débattre. En quelques secondes. En quelques secondes. Nous n'héritons pas de la planète, nous l'empruntons à nos enfants. Et là, je rejoindrai M. Habib. L'écologie n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite. Je voudrais juste faire un focus sur les éoliennes. Nous n'avons pas besoin des éoliennes, qui est un mode de production coûteux, inefficace, polluant dans sa fabrication. Un EPR égale 1900 éoliennes. Stop aux éoliennes. Merci. C'est la fin de cette émission. Madame, messieurs, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci David Habib en direct de Pau. Merci Jérôme. Le premier tour des élections législatives dimanche prochain, dimanche 12 juin. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.